n'y a pas que les humains nichés sous les toits qui souffrent de la canicule, nos animaux aussi. Quand le goudron surchauffe en ville sous les pattes de notre chien et que nos habitations deviennent des étuves, même pour le chat, d'ordinaire collées au radiateur. Les vagues de chaleur qui se succèdent mettent les organismes à rude épreuve, notamment dans les élevages comme ici, dans les Hauts-de-France. Alors les filles, vous avez chaud et vous me donnez chaud vous aussi. Il est 11h, il fait déjà 10 degrés de plus que ce qu'elles peuvent supporter. Ça fait 2-3 jours où on les sort le matin, quand il fait un petit peu moins chaud. Les répercussions de la chaleur sont multiples. Production de lait en baisse, risque de mortalité élevé dans les bâtiments agricoles, nidification perturbée chez les martinets et les hirondelles ou encore des ruches désertées. Depuis plusieurs années, les épisodes de sécheresse ont des conséquences dramatiques sur les abeilles qui ne trouvent plus suffisamment de quoi butiner. On apporte de la nourriture vitaminée pour pouvoir compenser le manque. Le monde animal subit de plein fouet le dérèglement climatique qui affecte le monde végétal. Cet arbre qui est un chêne est complètement sec. Dans la forêt de Fontainebleau, malgré la fraîcheur des sous-bois, les effets des canicules à répétition sont visibles, notamment sur la population de hêtres sensibles aux épisodes de chaleur prolongée. L'arbre, c'est une colonne d'eau. Et donc, on peut avoir un arbre qui, comme ça, se dépérit petit à petit du fait des contraintes de sécheresse, soit une sécheresse très importante à un moment, soit une accumulation de sécheresse d'année en année. Alors, sur Terre comme en mer, les assauts climatiques vont-ils modifier en profondeur les écosystèmes et la biodiversité? Comment protéger le monde végétal et animal? Faut-il s'inspirer de la capacité d'adaptation de la nature pour s'accommoder d'une chaleur toujours plus étouffante? Nos trois invités pour ce débat, Gilles Boeuf, bonsoir. Bonsoir. Biologiste, ancien président du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, conseiller scientifique de la COP21 à Paris, c'était en 2015. Et le Collège de France réédite votre leçon inaugurale de 2013 intitulée « La biodiversité de l'océan à la cité ». Selon vous, tous les êtres vivants du micro-organisme à l'humain, en passant par les animaux, sont composés d'eau liquide. Et quand il fait plus chaud, eh bien, vous soulignez qu'elle s'évapore plus vite. Ces pics de chaleur posent un vrai problème aux êtres vivants. À côté de vous, Julien Perrault, bonsoir, fondateur de la revue La Salamandre, le média du vivant. Tous les 2 mois, il paraît, et il y a également des numéros pour les petits et pour les adolescents, pour les sensibiliser. Dernier numéro spécialisé, en tout cas consacré aux tiques. Il est paru ce mois-ci, selon vous. Ces épisodes de canicule à répétition sont une catastrophe pour la biodiversité. Il y a en effet des espèces gagnantes, méditerranéennes notamment, qui colonisent le nord de la France, mais la majorité des espèces sont perdantes. On y reviendra bien sûr. Et à côté de vous, Tatiana Giraud, bonsoir, écologue, membre de l'Académie des sciences. Vous avez publié en début d'année La biodiversité en infographie, l'urgence de vivant, comprendre pour agir. Et vous considérez qu'aux périodes chaudes, les plantes ont tendance à bloquer leur croissance. Dès lors, il n'y a plus de jeunes pousses. Donc les jeunes mammifères herbivores, par exemple, qui en ont besoin, n'en ont plus. Et tout le cycle de la biodiversité est rompu, voire décalé, ou les deux. Et on démarre... Benjamin, avec le guide pratique du jour. Oui, il concerne le bien-être des animaux de compagnie. Plus de 26 millions de chats et de chiens en France qui souffrent aussi de la chaleur, d'où ce guide de conseils à l'attention de leur maître, des conseils pratiques de bon sens, mais qu'on peut facilement oublier, comme leur donner accès à de l'eau et de l'ombre, et de ne pas les enfermer dans des voitures pendant des courses, par exemple, ce qui arrive trop souvent encore aujourd'hui. Tatiana Giraud, c'est une autre similitude avec nous, les animaux souffrent de la chaleur. Oui, donc évidemment, les hautes températures font souffrir tous les organismes, mais quelque part, le pire, c'est pas tellement ça, ça va être effectivement la désynchronisation entre les différents cycles des différentes plantes et animaux. C'est-à-dire qu'une mésange, par exemple, elle va pouvoir peut-être supporter l'épisode de canicule, mais si les insectes dont elle a besoin pour nourrir ses petits ont émergé plus tôt parce qu'il faisait plus chaud, au moment où ces petits vont avoir besoin de chenilles, etc., mais il n'y aura plus de chenilles. Donc, pareil, si les arbres vont moins faire des jeunes pousses, ils vont bloquer leur croissance pour préserver leurs réserves, pour ne pas perdre trop d'eau, les mammifères, au moment où ils ont besoin que leurs petits broutent des jeunes pousses, il n'y en aura plus. Ou pareil, les plantes vont arrêter de faire des graines pour sauver leurs réserves parce qu'il fait trop chaud, elles sont en stress hydrique, elles ne pourront pas se reproduire. Et puis, il n'y aura pas les graines pour les petits mammifères qui se nourrissent des graines. À propos de stress hydrique, Gilles Boeuf, on est tous composés d'eau. Oui. Et quand il fait chaud, elle s'évapore. Bien sûr. Et le problème commence là aussi. Il faut commencer. Un bébé humain qui naît, qui sort de sa maman, qu'on étreint, 3/4 d'eau liquide. Notre cerveau, 80% d'eau.
Alors, l'humain, en fait, il a que 4 systèmes pour se refroidir quand il fait chaud. Il a la conduction, on échange sur chaque particule d'air sur la peau. La convection, quand on bouge ou quand il y a du vent, ça change. Le rayonnement, on émet un rayonnement infrarouge. On émet un rayonnement infrarouge. Mais ça marche qu'à 33 degrés, tout ça. Ah oui. Passé 33, ça passe dans l'autre sens. Il ne reste plus que l'évapotranspiration. Et le drame de l'humain, c'est que comment évacuer de l'eau liquide d'un corps en vapeur d'eau, quand déjà l'extérieur est saturé en vapeur d'eau. Voilà pourquoi on ne joue pas au football dans les forêts tropicales humides. Hein. C'est tellement net, en fait. Et pour les animaux, c'est la même chose. Le chien, je vois qu'il y a un chien là. Ouais. Lui, en plus, il ne transpire pas, le pauvre chien. Alors, il tire une langue comme ça, là, et puis il fait sa polypnée thermique, mais ils ne sont pas adaptés à des climats qui vont vers le haut. Alors, sur les chats, bon, moi, je ne suis pas un fanat des chats parce qu'ils mangent trop d'oiseaux, mais ça, c'est autre chose. Mais Julien Perrault, c'est pour ça que vous dites qu'aujourd'hui, l'été, c'est plus difficile que l'hiver. Ça, c'est une inversion de notre époque, notamment à cause du réchauffement climatique. Oui, en fait, pour nous humains aussi d'ailleurs. Traditionnellement, il y a plus de mortalité en hiver. Et c'est vrai que l'hiver, dans des climats tempérés, c'est la saison un peu de tous les dangers pour la biodiversité. On doit se cacher, on doit migrer, on doit se mettre en diapause. Et en fait, on vit une véritable inversion du problème, parce que finalement, les hivers, on en a de moins en moins. En plaine, on en a même pratiquement plus, par rapport à ce qu'il y avait en France il y a 40-50 ans. Et par contre, les étés sont de plus en plus meurtriers et commencent de plus en plus tôt. Vous voyez, l'été, là, cette année, il a commencé en gros le 20 mai. Donc en fait, c'est le grand défi maintenant pour le vivant et pour nous aussi humains, c'est de plus en plus cette saison chaude qui dure depuis longtemps. Alors il y a des animaux qui inversent leur cycle. Par exemple, la salamandre tachetée, qui est la mascotte de mon magazine, traditionnellement, elle hiberne en hiver. Judicieux d'en parler. Voilà, elle hiberne en hiver et puis elle se reproduit un peu au printemps, en automne. Et là, en fait, dans beaucoup de régions, elle inverse, c'est-à-dire qu'en hiver, ça lui convient très bien parce que les conditions maintenant sont douces, il gèle plus beaucoup. Et par contre, l'été, alors elle s'enterre, elle se terre et elle essaye de survivre. Voilà, mais un des problèmes, justement, pour la salamandre tachetée et pour plein d'autres grenouilles, crapauds, batraciens, c'est aussi qu'ils sont attaqués par un champignon pathogène qui se répand à une vitesse effroyable sur le globe et qui va encore plus les fragiliser quand il fait plus chaud, parce qu'ils sont leur organisme arrive moins à lutter contre le champignon pathogène, et donc ça va être encore plus dramatique et menacer davantage. Et du coup, les amphibiens font partie de ce qu'on appelle les espèces perdantes, c'est ça, par rapport à ce stress hydrique, oui, alors cette chaleur. D'une part par rapport aux pathogènes et puis d'autre part par rapport à la question de l'eau, c'est-à-dire que tous les écosystèmes aquatiques en fait sont en première ligne. Alors on parle des océans, mais en fait c'est aussi la mare à côté de chez vous, c'est aussi la rivière, c'est aussi le ruisseau. Qui sont tous des lieux en fait en plus qui tempèrent l'atmosphère pour nous, qui jouent un rôle très important et qui dysfonctionnent complètement et voilà, ça provoque des massacres. Ce qui est terrible, c'est que non seulement il fait trop chaud, mais il fait trop chaud trop tôt. Et donc c'est une période de reproduction. Les batraciens, par exemple, si les mares s'assèchent, tous les têtards vont mourir. Donc ça va passer une saison de reproduction. Et puis nos vaches aussi, laitières, qui souffrent de la chaleur. Regardez, écoutez ce témoignage d'une productrice justement de lait. Elle dit que bien ça a des conséquences sur la production. Bien sûr. Premièrement, la vache mange beaucoup moins, comme nous, parce que quand même avec la chaleur, on mange moins. Et la production se fait principalement par l'alimentation. Deuxièmement, la vache, comme elle essaye de se refroidir le plus possible, elle reste debout, elle ne se couche pas. Et une vache qui produit du lait, c'est la vache couchée. La vache qui stagne à ne rien faire, ni manger, ni boire, rester debout, entre guillemets, bêtement, c'est une vache qui ne produit pas de lait. Gilles Boeuf, conséquences concrètes, le lait pour les vaches et le miel aussi pour les abeilles. Complètement, mais tout ça, ce qu'on n'a pas dit, c'est les alternances. Par exemple, début avril, mes viticulteurs me disent moins 4 degrés. Ça fait 2000 ans qu'il fait moins 4 degrés le 4 avril. Mais il ne fait pas 30 degrés la semaine précédente. Et là, le vivant, ça va trop vite pour qu'il puisse s'adapter en ces conditions-là. On peut évoquer aussi les oiseaux, notamment parce qu'on est en période de nidification. Et à cause de la chaleur, notamment des martinets, des hirondelles, qui font des nids près des maisons, contre les maisons, risquent de ne pas revenir dans leur nid et les oisillons meurent dans les œufs. En effet, c'est quelque chose qu'on peut assez facilement observer ça en ce moment dans les villages, dans les villes. C'est qu'effectivement, il y a certaines espèces d'oiseaux qui nichent vraiment tout près des humains, sur les habitations, donc les martinets, les hirondelles, donc ils sont dans des environnements très minéraux, très bétonnés, très chauds. C'est nos îlots de chaleur dans lesquels on habite aussi malheureusement. Et en fait, en pleine période de nidification, ce qui se passe souvent, c'est qu'à un moment donné, les parents ne reviennent même plus nourrir les jeunes parce qu'ils ont trop chaud de venir dans le nid. Et à un moment donné, donc, soit les poussins meurent de faim, soit ils meurent de soif, soit à un moment donné, ils sautent avant de s'être suffisamment développés, juste pour se rafraîchir, et c'est la mort. Et dans les centres de soins de la faune sauvage, en ce moment, on a énormément d'arrivages de ces espèces, de martinets.
Gilles Boeuf, les pollinisateurs, que ce soit les abeilles sauvages, les bourdons, sont eux aussi mis à mal par cette chaleur, par cette chaleur écrasante. La réaction du vivant à la chaleur qui monte, c'est d'abord une augmentation du métabolisme. Ouais. Alors pour l'aquatique, c'est dramatique, parce que vous savez qu'il y a une règle physique de base, plus il fait chaud dans l'eau, moins il y a d'oxygène. Donc sur les poissons, c'est une vraie catastrophe. Et le second, c'est la migration, on bouge. Pour ce qui sait bouger, bien sûr. Hein. Tous ceux qui migrent, on a beaucoup de migrations déclenchées comme ça maintenant pour aller où ailleurs, soit pour trouver un partenaire amoureux, soit pour trouver des proies. Ce que tu disais tout à l'heure sur les différences entre les proies et les larves, ça pose un gros problème. Donc tout le vivant réagit comme ça. Alors je vais parler un petit peu de l'océan parce que je plongeais à Bastia en septembre il y a 2 ans, 30 degrés à 30 mètres. C'est plus chaud qu'à Tahiti ou qu'aux Antilles. Alors tout ce qui est immobile s'en vont. Les poissons bougent, mais par contre, tout ce qui est les animaux sessiles de l'océan, c'est particulier, qui ne bougent pas, le corail rouge, le corail, les éponges, les gorgones, bien sûr, les éponges. On a des mortalités massives en ce moment dans l'océan liées à ces vagues de chaleur. Et récemment, on a fait une modélisation mathématique des épisodes de mortalité des gorgones à Nice. C'est exactement la même courbe qu'une dépression nerveuse. On a exactement le même système. Toutes les choses qui vont annoncer le système, on subit l'agression. Si on y résiste, peut-être qu'on pourra résilier. On ne résilie pas si on est mort. Hein. Donc si on est détruit, on n'en parle même plus. Et après, on voit comment on revient dans un système plus ou moins proche de l'antérieur. Le drame actuel, c'est que tout ça se fait beaucoup trop vite et se répète en permanence. Alors, vous évoquez les milieux aquatiques. On va les évoquer avec vous et avec Anna à propos donc de l'augmentation de la température des mers qui met en danger, entre autres, moules et huîtres. Donc, le travail des ostréiculteurs. Ah bah oui, plus de moules d'ici 2050 en Méditerranée. C'est la conclusion d'une étude qui a été menée par des chercheurs de l'IFREMER et du CNRS et qui a été publiée à la fin du mois de décembre dans la revue Earth Future. Une expérience d'envergure mondiale qui a été menée pendant plus d'1 an sur un élevage d'huîtres et de moules de l'étang de Thau. Et dans le scénario 2050, la température de l'eau a été augmentée d'1 seul degré, ce qui s'est avéré fatal pour la totalité des moules. Les chercheurs ont donc préconisé de déplacer l'élevage de moules en mer, plus au large, où l'eau y est beaucoup plus fraîche. Quant aux huîtres, elles ont mieux résisté, elles ne sont pas mortes, mais elles ont moins grossi, elles se sont moins reproduites et leurs coquilles étaient moins épaisses, ce qui les rend de fait plus vulnérables. Un constat que partagent déjà des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon, entre autres, qui eux subissent des pertes récurrentes depuis plusieurs années déjà à cause du stress occasionné par tous ces épisodes de forte chaleur, à tel point que certains en Vendée en viennent à investir, regardez, dans des climatiseurs pour refroidir l'eau de leur bassin. Tatiana Géraud, c'est vrai que ça paraît un peu absurde. Faut-il déployer autant de moyens, des climatiseurs par exemple, dans ces bassins pour maintenir ces élevages à tout prix? C'est sûr qu'à court terme, on essaye de s'adapter. Les gens qui vivent de ça sont bien obligés de trouver des solutions à court terme. Après, il faut aussi penser à plus long terme et de se dire qu'il va y avoir des limites à l'adaptation. Et donc, à un moment, il va falloir limiter les émissions de CO2. Ça veut dire qu'il va falloir renoncer à consommer, par exemple, des huîtres de l'étang de Thau et que peut-être elles pourraient être élevées en Islande ou en Norvège? Non, surtout, l'idée, c'est d'essayer de limiter au maximum le réchauffement climatique pour qu'on n'ait pas à s'adapter à des températures trop élevées auxquelles ça ne sera pas possible. Vous n'êtes pas très optimiste, vous dites qu'on est au bord d'un vortex d'extinction. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les populations, à force de s'effondrer, elles ont perdu leur capacité d'adaptation. Elles sont, à force de subir des canicules à répétition et de plus en plus tôt, elles peuvent absorber peut-être 1 ou 2 canicules, mais des canicules comme ça répétées, ça devient très difficile. Les forêts, par exemple, n'ont pas joué leur rôle de puits de carbone depuis 2 étés. Et là, on voit qu'avec ces canicules si tôt, c'est pareil, les arbres bloquent leur reproduction. Et donc, ça veut dire que tout le CO2 qu'on émet va en plus s'accumuler d'autant plus dans l'atmosphère puisqu'il est plus stocké par les forêts. Ce que j'aimerais dire pour rajouter une couche, c'est qu'en fait, pour résumer ce débat, on voit que nous-mêmes, comme humains, quand il y a ces canicules, on est en souffrance. Il y a même beaucoup de gens en France qui meurent de ces épisodes de chaleur, des milliers et des milliers de gens. En 2003, il y a eu des milliers de morts. Mais en 2026 aussi, il y a bien plus. Et en fait, on voit que le monde vivant, et nous, on est aussi des êtres vivants, le monde vivant, il est aussi en souffrance. Et en fait, cette question, on peut adapter un certain nombre de choses au dérèglement climatique, un petit peu. Mais à un moment donné, ça ne suffit pas. À un moment donné, on est vraiment face à une urgence qui est au-delà de la politique, de se dire est-ce qu'on est de gauche, est-ce qu'on est de droite, c'est égal. Il y a une urgence vraiment vitale maintenant. On a bien pu se mobiliser, par exemple, contre le Covid en 2020. On a vu ce qui s'est passé politiquement. Il y a eu une mobilisation incroyable. Et bien finalement, aujourd'hui, ça doit être le grand enjeu. C'est vraiment de se mobiliser pour le vivant, pour nous, pour qu'en fait notre société, notre économie puisse résister à ce bouleversement terrible en arrêtant de produire du CO2. C'est très simple. Je voudrais ajouter sur les huîtres un bel impact social qu'on ne connaît pas. Oui.
Il y a 14 000 marins-pêcheurs en France, 4 femmes. Il y a 22 000 ostréiculteurs, 11 000 femmes. C'est un des rares métiers, en dehors du tourisme, où on fixe des femmes sur la côte. L'ostréiculture qui partirait, ce serait dramatique. Parce qu'il y a l'aspect climatique, mais en plus, maintenant, les stations d'épuration débordées, lorsqu'on a effectivement ces crues, avec des produits qui font qu'ils ne peuvent plus vendre leurs produits. Or, l'huître, c'est un des meilleurs produits qu'on puisse imaginer, tant que l'eau est propre. Mais comme tout est lié, en fait, en écologie. Quoi. Et donc, ça veut dire qu'il faut forcément il faut tout faire pour qu'on continue à avoir des huîtres, selon Oui, bien sûr. Moi, je pense que ce sont les meilleures sentinelles sur l'environnement français. nous, en Nouvelle-Aquitaine, on a tous des grands bassins de production. Et fixer des gens sur la côte toute l'année, en dehors du seul tourisme, c'est fondamental. Et puis de manière... Je pense qu'il ne faut pas se résigner, se dire de toute façon la température va augmenter, on va essayer de s'adapter au maximum. Il faut vraiment essayer de limiter au maximum les pressions sur le vivant parce que on va vers une planète qui n'est simplement pas habitable pour l'être humain tel que l'est, avec le réchauffement climatique, avec toute la destruction du vivant actuel. Donc il ne faut pas se résigner et se dire non, il faut tout faire pour limiter les pressions sur le vivant, donc le dérèglement climatique, les pesticides, les destructions d'habitats naturels, pour conserver cette habitabilité. Parce que Julien Perrault, derrière, eh bien, c'est les espèces invasives. On le voit, par exemple, dans les parcs parisiens et d'ailleurs dans des métropoles. Eh bien, le cas des chenilles processionnaires, il y en a partout. Oui, alors les exemples se multiplient avec le dérèglement climatique, aussi les exemples de maladies aussi qui peuvent nous toucher, nous, comme humains. Mais ce que je voulais surtout dire, en prolongement de ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, le côté très positif des choses, c'est qu'en fait, le vivant, c'est notre meilleur allié. C'est-à-dire chaque fois qu'on va préserver la biodiversité tout autour de chez nous, à l'échelle de mon jardin, de mon village, de ma commune, de mon métier, de ma collectivité territoriale, en fait, je vais travailler pour le climat. Si je prends l'exemple d'une forêt, par exemple, c'est pas nous qui avons inventé le climatiseur. La forêt, c'est un extraordinaire climatiseur naturel, en plus qui est biodégradable, ce qui n'est pas le cas des nôtres. Et en fait, quand on exploite une forêt, si on fait une coupe rase, vous détruisez ce microclimat qui est favorable à la biodiversité, mais qui retient aussi l'humidité, qui tempère l'atmosphère tout autour de vous, dans votre village, dans votre banlieue, etc. Donc en fait, par exemple, il faut adapter d'urgence. Les sylviculteurs sont sensibles à ça maintenant, ça change, ça évolue? Alors, il y a des choses qui vont dans le mieux, il y a des choses qui vont dans le moins bien. Et le problème, c'est qu'on a aussi besoin de beaucoup de bois pour faire une transition écologique, et que la filière bois est sous pression. Mais en même temps, si on continue à faire des coupes rases, en fait, après, vous pouvez planter ce que vous voulez, ça poussera plus, en fait. Donc il faut vraiment exploiter la forêt, ce qu'on appelle en couvert continu, c'est-à-dire qu'elle maintient son rôle de climatiseur, et en fait ça bénéficie à toute la région, aux humains et aux non-humains. Parce qu'il ne faut pas oublier que le climat affecte les vivants, mais les vivants qui s'en vont en retour affectent le climat. Si j'enlève la forêt, il ne pleut plus, s'il ne pleut plus, il n'y a pas d'agriculture. Je pense que le drame actuel, c'est que l'humain a oublié qu'il est vivant. Dans tout ce qu'on dit là, si chaque seconde on s'en rappelle, on se passe la journée, on se tire les cheveux. Je suis vivant, il me faut de l'eau propre. Il faut une alimentation de bonne qualité et de l'air pur. On l'a complètement oublié, en fait. On l'enseigne plus, je ne sais pas, mais si... Vous savez, ceux qui m'en parlent le mieux, moi, ils sortent d'un cancer. Je rencontre des gens à l'hôpital, eh bien, oui, je me rends compte maintenant que je suis vivant. C'est un petit peu tard, hein. C'est pour ça que c'est très important de ramener ça dans le débat public, dans l'économie. L'économiste, il oublie que lui aussi, il est vivant, en fait, hein. Oui. Alors, on va regarder une archive à propos des espèces qui remontent du sud vers le nord à cause du dérèglement climatique. De nouvelles espèces. Donc, par exemple, en France, c'est en Bretagne, des insectes originaires d'Afrique. Regardez. Sous les latitudes bretonnes, au climat très tempéré, le papillon venu d'Afrique était presque devenu une pièce de collection. L'été caniculaire l'a vu revenir en abondance dans nos jardins. Son envergure de 10 cm a suscité de nombreuses questions posées aux spécialistes du muséum. Il s'agit bien du sphinx à tête de mort. C'est une espèce qui reste rare en France, surtout dans nos départements du Nord. Parce que ces papillons de l'été ont laissé place à des chenilles de taille tout aussi impressionnante. Des promeneurs, curieux de nature, en signalent encore la présence ces derniers jours. L'automne très doux va peut-être permettre l'acclimatation de l'insecte africain. Tatiana Giraud, et ça c'était il y a 20 ans, donc ça s'aggrave, il y a de nouvelles espèces qui apparaissent et d'autres qui disparaissent. Oui, donc effectivement, il y a des perdants et des gagnants dans le dérèglement climatique. Et malheureusement, les gagnants, c'est des pathogènes, des ravageurs de culture, le scolide, par exemple, un insecte qui va attaquer les arbres, plein de champignons pathogènes, donc on parlait, qui attaquent les salamandres, les crapauds, mais aussi qui déciment des arbres. Par exemple, il y a la calrose du frêne, une nouvelle maladie envahissante qui arrive en Europe et qui décime tous les frênes. Et le dérèglement climatique aggrave encore l'effet de
cette maladie. Donc malheureusement, oui, tous les invasions biologiques par des pathogènes, ça fait partie des gagnants qui ne sont pas très heureux. Alors ça, c'est les espèces invasives. Mais Julien Perrault, il y a quand même de temps en temps des bonnes nouvelles, notamment à propos du tic. Et de la maladie de Lyme. Vous pouvez nous expliquer? Alors les tiques, il y a plusieurs choses. Mais c'est vrai que dans le dernier numéro de la revue Salamandre, on a consacré un gros dossier à cet animal qui est assez gênant pour beaucoup de monde parce qu'il transmet la maladie de Lyme. Il transmet la maladie de Lyme, il transmet l'encéphalite et bientôt maintenant il y a de nouvelles maladies qui arrivent malheureusement. Le Congo est chez nous. Hein. Et par exemple, ce que je voulais dire par rapport aux tiques, ce qui est étonnant, c'est qu'elles aiment la chaleur. Donc elles montent de plus en plus en altitude, en France, en montagne, elles peuvent nous attaquer. Mais par contre, elles sont très sensibles aux canicules parce qu'elles ont besoin de beaucoup d'humidité. Donc la petite bonne nouvelle, c'est que les infections de Borréliose sont un petit peu en diminution en France. D'accord. Je voudrais dire un mot sur les migrateurs qu'on oublie tout le temps. Les grands poissons migrateurs, l'anguille européenne, le saumon atlantique, les sturgeons européens, qui est en train de disparaître, qui ne vit plus qu'en France au monde. Il vit dans 2 rivières au monde, en France, en Dordogne, Vézère et Gironde-Garonne. Un poisson, les femelles faisaient 400 kilos, 2 ovaires de 50 kilos. À 3300 € le kilo de caviar, il n'y en a plus. Mais et l'anguille, je suis ailleurs. Vous disiez qu'il y avait des espèces qui se réfugiaient ailleurs, justement. Oui, mais pas celles-là, parce qu'elles sont inféodales aux cours d'eau à nous. Pour le saumon aussi, la lamproie marine disparaît en ce moment, les 2 aloses. C'était des bêtes de chez nous. Et le changement climatique, qu'est-ce qui se passe? Quand on part de l'Allier, il y a 1000 km pour aller à l'océan. Ils partent au moment où ils partaient. Et quand ils arrivent en mer, il fait trop chaud déjà, en fait. Alors, est-ce qu'on va les mettre dans des camions, quand vous parlez de manipuler le système, pour leur faire descendre plus vite? Vous imaginez qu'un écologue là-dessus est quand même pas mal réservé. Mais on le vit, on va perdre des espèces qui sont totalement emblématique de ce qu'était en fait notre biodiversité. En effet. Tatiana Giraud, vous l'avez dit tout à l'heure, il est urgent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est indispensable pour essayer de freiner un peu, malgré les effets de rétroaction, le dérèglement climatique. Mais alors, il y a des gens qui évoquent des solutions biomimétiques, par exemple, s'inspirer de l'habitat des termites pour faire construire une architecture. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez parmi les solutions? Une climatisation un peu passive, et pas consommatrice d'énergie. Donc, encore une fois, ça peut être une bonne solution pour s'adapter à la marge à court terme. Mais ça ne suffira pas dans une France à 50 degrés. Donc oui, toutes ces solutions un peu technologiques ou s'inspirer dans le biomimétisme des nageoires des baleines pour faire par exemple des éoliennes plus aérodynamiques et donc qui participent à mieux décarboner notre énergie. Mais pareil, c'est des petites solutions technologiques qui vont améliorer un peu à la marge, mais il ne faudrait pas que ça nous laisse dans le déni de se dire on peut s'affranchir des vrais changements de fond nécessaires et en particulier d'arriver à la neutralité carbone. Julien Perrault? À fond d'accord. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut. Avec ce il y a cet axe de l'adaptation. Évidemment, on peut essayer de gagner quelques degrés en peignant son toit en blanc, on peut faire un certain nombre de choses, mais à un moment donné, si ça continue toujours à augmenter, ça ne va plus aller, quoi. Donc la seule solution, on la connaît, c'est les gaz à effet de serre à limite d'urgence, parce qu'en fait, là, notre planète, elle a un gros coup de chaud. Alors elle s'en remettra, mais pour nous, ça va commencer à devenir très, très Regardez un site ce soir, gratuit, Nature égale futur. On fait 60 films au CBIOS qui racontent chaque fois une aventure réussie biomimétique. Mais c'est ahurissant de beauté et d'émerveillement. On oublie de dire qu'il faut s'émerveiller de ce vivant. Donc c'est une solution alors? Alors c'en est une. Je préfère 1000 fois à ceux aux fous qui veulent mettre des particules dans l'atmosphère. La géo-ingénierie. C'est monstrueux ça en fait. Parce qu'on va déclencher des choses qu'on ne pourra jamais régler. Donc le vivant est une fabuleuse système d'inspiration dont nous sommes dépendants. Mais nous sommes tous interdépendants. Un humain, c'est plus de bactéries que de cellules humaines. Admettons-le. Une bonne fois pour Même 10 fois plus. Même 10 fois plus. Moi, maintenant, on a revu un petit peu à la baisse. Mais peu importe, hein, une bouche, un vagin, c'est rempli de trucs. Et c'est pour ça qu'on marche bien. Et la moindre disharmonie, c'est l'obésité. Très bien. Non, mais là, on s'égare. Gilles Boeuf, là, on s'égare. Non, mais pas du tout. Bon, en un mot commençant, sobriété et faisons tout pour maintenir l'habitabilité de la planète. On a bien compris votre message à tous les trois. Et l'assurabilité. Voilà, on y reviendra une prochaine fois. Chouette. Merci. C'est pas punitif. Merci encore.